La campagne de financement participatif qui avait lieu en ce moment sur lafourmi.media pour financer et publier un superbe livre accompagnant la saison 2 à propos de la couleur est maintenant terminée et j'ai l'immense plaisir de vous informer que le livre va effectivement pouvoir être publié et qu'il est encore temps pour vous, si vous ne l'avez pas fait, de vous rendre sur le site internet pour effectuer une réservation d'un exemplaire dès aujourd'hui. Cette précommande est un bon moyen de soutenir le podcast et aussi d'aider à financer les coûts d'impression. Un immense merci à tous pour votre soutien. Rendez-vous sur le site internet du podcast lafourmi.media pour effectuer votre commande ou faire un don. Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie. Les intelligences artificielles qu'on dit génératives ne seraient-elles pas plus des machines à produire de la norme que des générateurs de médias ? La fourmi dans la coquille, saison 1, épisode 11, l'IA normative. Réclamer une photo de famille à une intelligence artificielle générative sans demander plus de précision. La diversité des familles dans le monde est visiblement infinie. Qu'on regarde la taille des gens, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, tout ce que vous voulez. Les chances sont quand même très grandes que l'IA vous génère une photo de famille à la peau bien blanche avec plutôt une majorité de gens blonds et châtain clair. Et puis pour accompagner une paire d'enfants blonds et leur mère et père, vous aurez aussi peut-être un oncle, une tante, une paire de grands-parents, tous aussi blancs. Et si l'IA est vraiment performante, vous aurez aussi bien sûr un labrador blond, lui aussi, dans un décor champêtre bien verdoyant avec un soleil tout doux. C'est pas n'importe quelle famille que va générer l'IA, c'est le canon de la famille bourgeoise, blanche, propre et européenne, bien au-delà de la reproduction d'une vision stéréotypée de la société des concepteurs des IA. Ces IA, elles participent en fait à façonner une norme. Quand la famille générée sans plus de précision, la famille par défaut, est une famille visiblement européenne ou états-unienne éventuellement, et même issue en particulier d'un État bien verdoyant, ce qui somme toute n'est le cas que d'une toute petite minorité de l'humanité, et que cette génération par défaut est un fait systémique, c'est là une parfaite illustration de la normativité des IA et de la vision qu'elles imposent au monde. C'est vrai que la langue avec laquelle on s'adresse à l'IA change le résultat, mais la génération reste toujours dans une vision très caricaturée. Ce n'est de toute manière pas une solution au problème parce que, par exemple, bien que je m'exprime en français, que je sois français, que je vive en France métropolitaine, je ne suis moi-même pas nécessairement ni blanc, ni blond, ni bourgeois, ni à la campagne, tout comme des millions d'autres Français qui ne se reconnaîtront pas dans ce canon kitsch. J'ai testé aussi de générer une photo de famille quechua. Je l'ai demandé en français, une photo de famille quechua, et je l'ai demandé en quechua, dans la langue quechua, que je ne vous prononcerai pas ici parce que je n'ai aucune idée de comment prononcer la phrase « photo de famille » en quechua. En fait, les deux générations sont très semblables, très caricaturales. Vous pourrez, si vous voulez voir les images, vous rendre sur lafourmi.media. J'ai quand même noté un petit détail étonnant. Si vous demandez en quechua une photo de famille quechua, alors le prompt, la requête que vous donnez à l'IA apparaît dans l'image. Le texte est écrit en bas, dans un coin de l'image, avec une typographie qui fait très carte postale. Je soupçonne un petit peu les intelligences artificielles de croire que les familles quechua ne sont que des attractions touristiques. En tout cas, c'est pas l'IA qui va nous apporter une vision juste nuancée, intéressante des cultures lointaines que je ne connais pas. Bien évidemment, je pourrais faire une requête à l'IA plus précise, par exemple en lui demandant explicitement une photo de famille racisée. Dans cet exemple précis, encore une fois, l'IA va jouer un rôle normatif parce que le mot racisé, dans mon cas, a été complètement censuré. Il me faudra donc formuler ma requête autrement. Sans grande surprise, c'est assez difficile d'obtenir une photo de famille à la peau très foncée.
Il semble bien que la méthode statistique de l'IA, qui moyenne tout, ne sache que diluer et éclaircir le noir. Elle n'a pourtant aucun problème à générer des peaux d'une blancheur extrême. Le problème illustré par cet exemple est assez évident, mais il démontre aussi comment dans diverses situations, lorsqu'un contenu est généré, il répond par défaut à un certain canon et qu'il faut un effort volontaire, voire une certaine ingéniosité à l'humain, à l'utilisateur, pour sortir autant que possible de ce canon, et ça fait clairement de l'IA un outil de normalisation des médias qui sont produits et par conséquent de normalisation de la pensée et de la culture de toute la population qui y a recours. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de démontrer l'influence pour nous tous et notre pensée de l'industrie culturelle qui cherche à se saisir de l'IA comme d'un moyen de production à bas coût. Si je reviens sur mon image de famille générée par IA, que je vous invite à venir voir sur le site internet du podcast, vous verrez qu'on peut que constater aussi la similitude entre cette image générée et l'esthétique kitsch du fascisme depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui, dont le but est précisément de prescrire à la population une certaine idée de la beauté et de la réussite, de lui donner des modèles, mais aussi et surtout d'effacer complètement ce qui ne correspond pas à ses canons. Je reviens sur cette notion importante parce que Mussolini lui-même a dit « Qui dit fascisme dit avant tout beauté ». Le fascisme a toujours joué avec l'esthétique en souhaitant prescrire la beauté. Une beauté qui soit normalisée et kitsch, par définition. Une beauté qui a aussi pour vocation d'assigner des identités, d'essentialiser des catégories de population entières. Dans le fascisme, il y a la notion que le peuple est une masse où l'individualité et les différences entre chacun doivent s'effacer. Il y a aussi une notion de volonté de perfection, et c'est pas pour rien que le fascisme a toujours été raciste ou antisémite, et même lutté contre les handicaps ou la moindre petite différence chez les gens. Le fascisme, par définition, est une idéologie qui cherche à imposer une norme, et c'est exactement aussi ce que font les quelques images générées par IA dont je parle ici. Je vais vous lire un extrait de Michel Lacroix dans son ouvrage « De la beauté comme violence, l'esthétique du fascisme français ». À de multiples reprises, en effet, nous avons pu montrer que le recours à l'esthétique ne sert pas à camoufler la violence sous une façade de beauté, mais, et ce qui est radicalement différent, à justifier la violence exercée à l'encontre de la laideur au nom de la beauté. De même, l'exigence de beauté concorde parfaitement avec les visées totalitaires du fascisme, car elle conduit à imposer des normes prescriptives aux individus, faisant d'eux des acteurs malgré eux dans la mise en scène continuelle et omniprésente de ce fascisme. Il faut bien comprendre dans ces phrases le sens de beauté et de laideur comme d'une norme et sera considéré comme laid tout ce qui est ni blanc, ni européen, ni en bonne santé, etc., etc. Pour en revenir à l'IA, sa manière de générer des images correspond tout à fait à cette esthétique kitsch et fasciste. Mais l'IA va encore plus loin, parce que sous prétexte de contrôle sur ce qui peut être généré, certains mots sont purement et simplement censurés, comme je viens de le constater avec le mot « racisé », dans une démarche tout à fait orwellienne. 1984, le roman de George Orwell, montre bien le pouvoir que donne et les dégâts que cause le contrôle du vocabulaire, et en particulier la réduction du lexique. Dans 1984, Orwell décrit un système totalitaire où le gouvernement impose la novlangue officielle, qui est soumise à une politique de réduction du vocabulaire. Le nombre de mots en novlangue diminue sans arrêt, dans le but d'hébéter le peuple pour mieux le contrôler. L'impact et les dégâts du contrôle du vocabulaire de cette manière n'est pas une élucubration d'Orwell, mais c'est bien un phénomène étudié par la sociologie et la philosophie depuis notamment Wittgenstein qui disait « Les limites de mon langage signifient les limites de mon monde ».
Sous couvert de protection des utilisateurs, on leur retire l'usage de certains mots, la possibilité de générer certaines idées dans une méthode qui forme un contrôle de fait sur notre pensée, qu'on constate bien ici avec la censure du mot racisé, qui est pourtant bien un mot utile en français pour penser le racisme et l'antiracisme. Je tiens à rappeler en passant que s'il peut y avoir des débats sur l'opportunité d'utiliser le mot racisé au sein des mouvements antiracistes, il n'empêche que c'est un adjectif dont l'un des usages décrit un état bien réel. Une personne qu'on va dire racisée est une personne à laquelle une prétendue race est assignée, et par extension, c'est une victime du racisme. En se privant de cet usage possible du mot racisé, on se prive de la possibilité de penser simplement l'existence même de catégories de populations victimes de racisme. Les éditeurs des intelligences artificielles, par leur censure, s'octroient le droit de pouvoir influencer cette pensée, ceux-là même qui, par ailleurs, défendent souvent une soi-disant liberté d'expression sans limite. Quelle ironie! C'est une des raisons pour lesquelles les IA génératives sont absolument inutilisables pour moi. L'art, c'est l'expression de nos idées humaines et par définition, c'est le domaine de l'exploration et de l'innovation dans les manières d'exprimer ces idées. Si les soi-disant outils qu'utilisent les artistes sont en réalité une normalisation de l'expression, ils sont par définition anti-artistiques. NWA aurait-il pu vraiment créer Fuck the Police avec l'aide d'une intelligence artificielle? C'est un exemple assez radical, mais il est déclinable aussi à toutes les petites tâches potentiellement anodines qu'on pourrait confier à la machine. Faut garder en tête que les IA ne sont pas conçues dans le but et n'ont pas pour objectif de s'occuper de petites tâches anodines. Elles sont bien développées pour générer le contenu. Et au-delà de l'obstacle à l'expression artistique qu'elle représente, ce fonctionnement des IA génératives représente aussi un enjeu majeur pour la création de médias de commande et pas seulement la fiction ou le domaine artistique, et notamment par exemple la publicité, les films d'entreprise, le divertissement, l'industrie culturelle dans son ensemble. Quand je parle d'industrie culturelle ici, je parle avec le sens philosophique du terme forgé par Theodor Adorno et Max Horkheimer de l'école de Francfort, qui remplace la notion de culture de masse. Les deux philosophes affirment que la diffusion massive de la culture met en péril la véritable création artistique. L'industrie culturelle, c'est-à-dire à l'époque le cinéma, la radio, la presse, la télévision, ce qu'on pourrait résumer par l'expression média de masse, l'industrie culturelle donc tend non pas à l'émancipation ou à la libération de l'individu, mais au contraire à une uniformisation de ses modes de vie et à la domination d'une logique économique et d'un pouvoir autoritaire. Et attention, derrière le mot autoritaire, le phénomène ne concerne pas seulement les pays totalitaires, mais également tous les autres pays, à commencer par les sociétés libérales. L'industrie culturelle prise dans son ensemble a donc pour but de normaliser les idées et les comportements de la population. Et à ce titre, les IA en font pleinement partie. Le plus triste, c'est que ces dernières décennies avaient vu, à mon avis, une lente progression des représentations un peu plus diverses et un peu plus inclusives dans les médias et en particulier dans les personnages fictifs. Je pense par exemple aux efforts aussi bien réels qu'insuffisants des films produits par Disney, par exemple avec le film La Princesse et les Grenouilles sorti en 2009, mais aussi aux productions variées dans la publicité, les films d'entreprise, les campagnes d'affichage où il y avait vraiment une volonté de diversité de plus en plus souvent explicite. C'est ce que, en tout cas, j'ai constaté dans mon environnement professionnel. Et donc ça, c'était le cas dans ces dernières décennies. Par exemple, j'ai pu me joindre à des discussions très intéressantes sur la manière de représenter un monstre femelle dans un film d'animation sans utiliser de traits genrés et stéréotypés comme les grands yeux et les grands cils ou les formes arrondies, etc. Parce que, figurez-vous que dans la nature, les dimorphismes sexuels sont beaucoup plus variés. Et que si par exemple on veut reproduire un dragon, on peut s'inspirer du lézard vert par exemple qui vit dans mon jardin, dont le mâle expose des couleurs bleues électriques sur la gorge alors que la femelle est entièrement verte. Mais il n'y en a pas un plus arrondi ou plus féminin dans le sens stéréotypé et humain du terme que l'autre. Et pourquoi pas représenter les dragons en utilisant le même genre d'attributs ?
Bref, ça, c'était des réflexions qu'on avait ces dernières décennies. Et j'ai l'impression que l'arrivée des IA génératives ces dernières années semble malheureusement coïncider aussi avec un racisme plus ou moins décomplexé qui a complètement renversé la vapeur sur ces petits progrès, je dirais depuis les années 2020 voire 2024, post-Covid. Et ces dernières années, les clients n'hésitent plus à demander moins de diversité, voire carrément à retirer les noirs, je cite, parce que l'Afrique n'est pas leur marché. Si le racisme a toujours existé dans ce contexte, l'IA générative et normative ne peut que le faciliter et représente une régression sur ces questions que devrait se poser tout créateur et toute créatrice de médias, quelle qu'en soit leur forme et leur finalité. Je rappelle à toute fin utile que la montée du fascisme en ce moment n'est pas une vue de l'esprit, elle est parfaitement réelle. Revenons-en à nos IA génératives. Il est primordial pour moi de comprendre que tout comme les soi-disant hallucinations, ces biais normatifs ne sont pas des biais. Ils sont la conséquence directe de la manière de fonctionner des IA génératives qui ne savent que faire des moyennes. En produisant cette moyenne, elles fabriquent donc une norme relent fasciste, comme on l'a vu. Et si l'on pourrait discuter du fait que cette normativité à tendance fasciste, elle était connue ou volontaire dès la conception de ces IA, sans rentrer dans le complotisme, il n'en demeure pas moins que c'est maintenant un fait que nous avons sous les yeux, qu'elle participe à une norme qu'on peut tout à fait qualifier de fasciste, et s'en accommoder est une faute grave. Elle est grave notamment parce que de la surface jusqu'au niveau fondamental, celui des neurones, le flot hégémonique normalisé généré par ces IA provoque ce qu'on appelle une habituation dans le cerveau. L'habituation, c'est le phénomène par lequel l'intensité ou la fréquence de nos réactions diminue graduellement à force de répétition ou de prolongation d'un stimulus toujours identique. Autrement dit, on s'habitue à cette norme qui finit par constituer notre univers. Et ça a une influence réelle sur les discriminations. Prenons un exemple simple, le fait de ne plus être surpris que seuls les hommes soient des pilotes d'avion, ça nous pousse à reproduire le schéma sans même en avoir conscience, alors qu'il est intégré très profondément dans notre modèle interne et renforcé au quotidien au point de ne plus percevoir du tout cette normalisation qui a lieu. La normalisation dans ce cadre est tout à fait synonyme de discrimination. Une discrimination qui devient même inconsciente. Et c'est la raison pour laquelle la lutte pour la diversité dans les représentations est si importante. À ce titre, le minimum requis de l'éthique voudrait que les outils d'aide à la création ne facilitent pas cette normalisation. Et même, pourquoi pas imaginer qu'un éditeur un peu consciencieux pourrait travailler activement à produire et distribuer des outils qui aident au contraire à prendre conscience de la normalisation et à lutter contre, dans un contre-pied qui soutiendrait l'expression artistique, dans un geste véritablement émancipateur, en particulier pour les personnes racisées, pour les personnes victimes de discrimination, ou simplement partie d'un groupe minoritaire et ignoré. La technologie, ce n'est pas neutre, et l'intelligence artificielle générative, que ce soit une volonté ou pas, n'est pas neutre, et sa normativité influence sur les discriminations au quotidien. J'ai quand même demandé à une intelligence artificielle générative de me faire une photo de famille à la peau non blanche. Le résultat est sur le site internet du podcast, vous y verrez que la peau, certes, n'est pas blanche, elle n'est pas non plus hyper foncée. Et ce qui m'a étonné, ce qui m'a surpris, c'est que tout d'un coup, j'ai vu la résurgence d'un vieux problème des IA qui génèrent des images, c'est-à-dire leur difficulté à dessiner des mains correctement. Tout d'un coup, quand la famille n'est pas blanche, il y a un petit garçon qui se retrouve avec une main toute difforme à 4 doigts seulement. Je pensais que ce problème était réglé depuis quelque temps. Apparemment, il est réglé, mais pas pour tout le monde. Le problème des IA normatives, il serait peut-être moins important si elles étaient en réalité effectivement que des outils parmi tant d'autres et qu'on pouvait aisément s'en passer. En prenant conscience de leurs problèmes, on pourrait ne pas utiliser que ça. Mais ça, c'est ignorer leur hégémonie. Qui compte encore les injonctions quasi quotidiennes à se mettre à l'IA, entre guillemets.
Ce serait bien naïf de croire que ces IA, elles peuvent laisser une place facile à l'artisanat, ne serait-ce que parce qu'elles participent activement à une baisse des tarifs des médias autant que du temps qu'on alloue à leur création. La médiocrité qu'elles génèrent, elle s'impose alors directement ou indirectement jusqu'à ceux qui les refusent pour diverses raisons. Par exemple, si j'ai le besoin impérieux de produire un podcast et d'écrire sur ce sujet-là, c'est un geste d'autodéfense qui n'aurait aucune nécessité si l'IA générative n'était qu'un simple outil ou une nouveauté technique comme l'a été la photographie. Quel besoin j'aurais de m'attarder autant le sujet si c'était juste un outil que je pouvais ignorer? Mon intérêt sur le sujet, c'est la conséquence du fait qu'elles nous sont imposées, non pas comme un progrès social, mais bien par pur intérêt économique, lucratif et idéologique, autant que par une volonté de pouvoir. Ces concepteurs usent des lobbies les plus puissants du moment comme d'un bras armé. J'y reviendrai dans un autre épisode sur le sujet de l'intelligence artificielle. Comment les lobbies de l'intelligence artificielle sont semblables à ceux de l'industrie du tabac, ce qui n'est pas anodin du tout. Cette hégémonie des IA, ce totalitarisme, ce fascisme latent dans les IA génératives et leurs éditeurs, c'est un grave problème de société. Elles sont le contraire de l'émancipation promise par ceux qui cherchent à nous les prescrire. Entraînée par l'industrie culturelle et outil de l'industrie culturelle, l'IA normative reproduit tous les aspects antidémocratiques de cette industrie culturelle en participant à façonner la mythologie moderne dans le sens utilisé par Roland Barthes, c'est-à-dire le mythe qui propage la doxa, l'image que la bourgeoisie se fait du monde et qu'elle impose au monde. Mais l'IA donc, au-delà de reproduire ces aspects, par son hégémonie, je pense qu'elle a même vocation à remplacer et devenir elle-même l'industrie culturelle, plus que d'en rester un outil. Le risque sur le grand public qui utilise ces IA pour générer du texte, de l'image, de la vidéo ou du son, presque à partir de rien et sans aucun contrôle sur la génération, ce risque est tout à fait évident. D'ailleurs, on peut déjà constater sur les réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple, comment les textes générés par IA sont effectivement normalisés, en particulier comment ils modifient déjà l'usage de la langue, par exemple en introduisant dans le français courant l'usage du tiret quadratin, qui jusqu'ici était plutôt l'apanage des anglophones. Mais aussi des tournures de phrases, des constructions de paragraphes, des listes, une syntaxe bien particulière et bien reconnaissable. Mais le problème, c'est pas que pour le grand public, il est aussi présent au sein de l'usage professionnel des IA. C'est vrai que les créateurs et les créatrices professionnels qui utilisent les IA génératives, ils rivalisent d'ingéniosité pour reprendre le contrôle sur les IA et pour contourner tous les potentiels biais dont je parle, c'est vrai. Mais il n'empêche que par leur conception, les IA génératives ont uniquement pour but d'accélérer et de faciliter la production de ces médias. Et donc, par l'automatisation, de réduire le contrôle humain. C'est-à-dire qu'on lutte contre un outil qui n'est pas fait pour aller dans le bon sens. Et c'est à ce titre qu'on doit s'inquiéter non seulement de la dégradation de la qualité générale de ces médias, mais aussi de l'introduction d'une imagerie normative qui, bien que pouvant être discrète dans le meilleur des cas, elle n'en est pas moins présente et problématique, et absolument catastrophique et fasciste dans le pire des cas. Très concrètement, le problème est simple. On peut par exemple, aligner des IA génératives avec nos propres images, pour les forcer à générer des images dans notre style, dans un style prédéfini, ou pour contrôler de plus en plus finement le contenu ou la composition de l'image en utilisant une image en entrée plutôt qu'une requête textuelle. Mais les biais et la normativité sont toujours présents, ils sont sous-jacents, ils sont larvés dans les millions, les milliards de données d'entraînement initiales de ces réseaux de neurones artificiels. Et le créateur et la créatrice devront toujours maintenir un intense effort de contrôle et d'analyse de ce qui est généré s'ils veulent réellement prétendre être les uniques auteurs du résultat final. Cet effort est tout à fait antinomique avec la raison même d'utiliser l'IA générative qui est de produire plus vite. Et quand bien même l'usage de l'IA se limiterait à une simple reproduction du style de l'auteur ou de l'autrice, sans avoir spécifiquement de problématiques en termes de contenu, elle resterait quand même un enfermement et une limitation qui prive l'humain de son geste, qui réduit la possibilité d'accidents heureux, la sérendipité qui est si courante normalement dans la création artistique. Dans ce cadre, l'innovation, ça devient une lutte contre la machine normative. Les défenseurs les plus acharnés de l'IA, ils acceptent, ils peuvent le dire, que, effectivement, l'IA, dans ce cadre, c'est pas un outil créatif, c'est bien une machine qui sert à augmenter la productivité.
au détriment plus ou moins visible de la qualité. Mais ces défenseurs de l'IA, ils vont continuer de vouloir nous l'imposer comme un outil d'automatisation de tâches ingrates, de génération, de déclinaison dans différents formats d'un même contenu, par exemple. Mais dans ce cas précis, est-ce qu'il ne faudrait pas reposer une question fondamentale ? Est-ce que le gain apporté par l'IA générative se justifie ? Est-ce qu'il contrebalance les coûts sociaux, environnementaux et philosophiques de son usage et de sa conception ? On peut encore noter que cette soi-disant automatisation n'est rendue possible que par l'exploitation colonialiste de millions de travailleurs en situation d'extrême pauvreté, comme je l'ai pu l'expliquer dans l'épisode précédent. La réponse à la question « Est-ce que la balance bénéfice-risque pour ces usages d'automatisation de tâches ingrates ?» La réponse donc, est-ce que la balance est bonne, est très clairement négative, à moins d'accepter et d'assumer que son propre travail repose sur cette exploitation et en prendre la responsabilité. Gardons à l'esprit aussi que ces IA au coût démesuré ne trouveront pas leur rentabilité dans les outils spécialisés des professionnels et dans ces petites automatisations de tâches ingrates. C'est pas là que l'IA vont devenir rentables et je pense que cet usage professionnel n'est qu'une vitrine marketing pour pousser la population entière à un usage bien plus général et plus vaste. Et ça aussi, les professionnels qui utilisent l'IA générative devraient en avoir conscience. Ils font partie de ce système que je dénonce et il faut qu'ils l'assument. Personnellement, je m'y oppose fermement. Aucun outil de création artistique jusqu'à maintenant n'a posé de tels enjeux. Aucun outil artistique jusqu'ici n'avait jamais décidé en lieu et place de l'auteur et de l'autrice du contenu même de son œuvre, que ce soit sur les détails d'arrière-plan ou sur le sujet lui-même. L'arrivée de la photo ou de l'imagerie numérique par exemple ne sont pas comparables à l'IA parce qu'ils n'ont jamais été des outils de normativité sur le fond. Avec l'IA générative, les auteurs et les autrices sont à minima partiellement dépossédés de leur propre discours au profit d'une vision normalisée et normative du monde, jusqu'à parfois n'être que les pantins au service d'une idéologie qu'ils ne maîtrisent plus. Petit résumé de cet épisode, les IA génératives, que je souhaite maintenant appeler les IA normatives, génèrent leur contenu, quel que soit leur type, texte, image, vidéo ou son. Ces IA normatives le génèrent par une méthode statistique qui efface les différences, qui efface les individualités, ce qui a toujours été un but avoué du fascisme, et même au-delà de ça, elle fabrique une vision caricaturale et normative du monde qui, par leur hégémonie, s'impose à tous. Cette hégémonie est le résultat d'un marketing agressif autour des IA qui ne sont toujours pas rentables malgré les milliards investis dedans. Le problème est évident pour la génération la plus simple à disposition du grand public, mais il est aussi latent pour les usages spécialisés des professionnels, et le seul argument à l'usage professionnel de ces IA est de toute façon un gain de temps, un gain de productivité, qui ne peut que conduire à une baisse de la vigilance sur tous ces sujets. Dans un contexte de montée du fascisme et de racisme décomplexé de plus en plus courant, ces IA normatives représentent un véritable problème dont il faut absolument prendre conscience et dont il faudrait immédiatement réguler l'usage. Et en attendant, je pense que c'est à nous de garder une extrême vigilance sur tous les contenus générés et de refuser ces outils au nom du danger qu'ils représentent pour la société. Merci beaucoup pour votre écoute, votre soutien, merci de suivre ce podcast. Je vous invite à le partager à votre entourage, à votre famille, vos amis, vos collègues. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir ce travail qui se fait sans publicité, sans sponsoring, sans subvention, sans salaire, à peu près sans rien du tout, sauf vos dons pour lesquels je vous suis infiniment reconnaissant. Merci beaucoup et à très bientôt. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie par Nicolas Dufresne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce podcast et en particulier Anna Halsey.
Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre des musiques de Aluminum Forest, Mountain Sounds et Christian Taus sous licence Creative Commons. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre serveur Discord disponible sur lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don ou trouver des options pour un soutien régulier.